Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque. On commence ça post-neige en avril avec une belle journée ensoleillée, des petits yeux encore pour moi, mais je ne rentrerai pas plus dans les détails à ce sujet-là. Pour, en effet, entamer des nouvelles lectures. Puis en fait, pour être bien honnête avec vous, j'ai déjà commencé ma lecture audio. Parce que là, j'ai essayé de me trouver une lecture audio. C'était stratégique, mon affaire. J'avais le coup de me trouver une lecture audio que je pourrais lire au fur et à mesure, tout en étant passionnée, que ce soit pas trop compliqué pour moi pendant les trajets, mais que ça n'empêcherait pas que je lise un livre que je voulais vraiment lire cette semaine. C'est compliqué, hein? Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me lancer dans cette version, la version audio de ceci, donc Miss Marple, The Complete Short Stories, ici aux éditions William Morrow. En fait, c'est le recueil de, comme ça le dit, 13 nouvelles qui mettent en scène Miss Marple, qui ont été publiées en français dans les recueils Miss Marple au Club du Mardi, puis il me semble que c'était un autre qui avait rapport avec le Club du Mardi, donc c'était des recueils de 6 nouvelles ou 6-7 nouvelles, vu qu'il y en a 13, j'imagine, à moins qu'il y en ait une inédite, qui rassemblaient dans le fond Miss Marple et certains personnages qui vont devenir un peu récurrents, dont Sir Henry Clittering, qui sont là, et son neveu Raymond West, qui est un auteur, et qui s'était un peu rencontrés comme ça, tout à fait spontanément, mais en se disant ça serait le fun, en fait, c'est Raymond West qui a dit ce serait le fun si on pouvait justement regarder ensemble des crimes qui n'ont pas été résolus puis voir si on arrive à le faire. Donc, si ça vous fait un petit flash à Richard Osman avec son Thursday's Murder Club, c'est pas anodin, c'est sûr que ça a été, dans le fond, pour le titre, c'est clair que c'est un peu inspiré de ce grand classique-là de Agatha Christie. Après ça, ça s'arrête un petit peu là quand même comme comparaison. Donc, jusqu'à maintenant, ça suit, évidemment, c'est des petites nouvelles. Puis, dans la préface, l'autrice nous dit que, en fait, elle considère que Miss Marple, c'est dans les nouvelles qu'elle se déploie le mieux. Donc, que sa personnalité se déploie le mieux. Autant elle perçoit comme autrice que Hercule Poirot est fait pour des longues, des histoires complètes, avec une longue enquête, puis son petit moment de révélation à la fin. Autant Miss Marple, pour elle, c'est plus, étant donné sa nature, que c'est une vieille fille du village qui tricote et qui est un peu discrète et tout, elle dit qu'elle semble plus à sa place dans des petites nouvelles comme ça, où elle est vraiment en arrière-plan, mais qu'elle arrive vraiment à la fin en disant, ben, moi j'avais tout compris. Évidemment, nous, on n'avait rien compris. Donc, jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. Puis je me souviens que ça, c'est vraiment les nouvelles que j'ai le moins lues. J'avais lu les cours Hercule Poirot dans mon souvenir quand j'étais plus jeune. Puis il me semble que j'avais lu quelques nouvelles de Miss Marple au Club du Mardi, mais c'était pas comme mes préférées, donc j'avais pas nécessairement poursuivi. Fait que pour moi, c'est en fait des nouvelles histoires. Là, il y en a aucune qui me disent quelque chose. Donc, c'est bien chouette à écouter en arrière-fond. Et je voulais écouter ça parce que je vais aller chercher ce livre-ci à la bibliothèque. Donc, on ne dit pas Sayonara de Antonio Carmona et c'est chez Gallimard Jeunesse. C'est un auteur qui avait gagné le concours du premier roman jeunesse, donc qui a été publié chez Gallimard. J'ai lu le quatrième, c'était un livre qui jusqu'à maintenant, les retours sont très... les recensions, en fait, concernant l'expérience de lecture sont très positive, mais dans le sens que, en fait, tout le monde dit que c'est très remuant et tout, puis c'est vraiment bien écrit. Donc, j'avais hâte de lire. C'est juste qu'il n'existe pas encore en livre numérique. Même pas en livre, je parle même pas de audio numérique, mais en tout cas, moi, de mon côté, j'ai pas réussi à l'avoir en livre numérique au Québec pour le moment. Donc, je suis avec la version papier, puis c'est la version bibliothèque. Je suis la première emprunteuse, puis j'ai un petit peu peur. Je veux comme pas trop l'abîmer. Donc, si je la lis, je vais la lire à la maison, dans le fond. Mais pour ça, il faut que je puisse poursuivre, avoir une lecture pendant mes trajets parce que j'aime ça avoir une lecture audio pendant mes trajets. Donc, on y va avec la quatrième de couverture. J'en avais déjà parlé je pense, dans d'autres vlogs, mais pour le moment, on va se lancer avec celui-ci, cette quatrième-là, dans ce nouveau vlog. Interdiction d'entrer dans la chambre au piano. Interdiction de parler japonais. Interdiction de lire des mangas ou de regarder des animés. Et bien sûr, interdiction de parler de maman et de son pays d'origine. Depuis la mort de la mère d'Élise, son père a imposé des règles impitoyables à la maison. Il barricade sa tristesse. Heureusement, au collège, il y a l'extravagante Stella, avec son visage qui passe par toutes les lettres de l'alphabet. Et quand Mamie Sonoka débarque du Japon, c'est le début d'une révolution. Mais Élise osera-t-elle enfin poser la question interdite? Ça a vraiment l'air excellent. Puis bon, c'est du jeunesse, donc c'est sûr que c'est un livre qui fait, je pense, près de 300 pages. Je ne vais pas me divulgacher, même pas. Super court, 218 pages, puis c'est très aéré, donc je vais vraiment, mon objectif, c'est de lire cette semaine.
parce que j'ai envie de le lire, premièrement. Deuxièmement, c'est une nouveauté bibliothèque, donc il y a potentiellement des gens qui l'ont réservé, puis j'aimerais mieux comme le lire en priorité. Donc ça, j'aimerais ça lire ça. Et sinon, j'ai quand même emprunté à ma bibliothèque. Je suis un petit peu en retard. Je les ai vus passer beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je ne m'étais jamais vraiment penchée là-dessus. Donc, je me suis penchée sur les 2 opus de Agnès Domergue et Hélène Canac chez Jungle, qui sont en fait d'Ambre et de Feu. Je pense que le premier, c'était Entre neige et loup. Entre neige et loup. Excusez pour les reflets, hein, c'est dur aujourd'hui. Entre neige et loup et d'Ambre et de Feu. Donc, chez Jungle, avec le même duo de créateurs. Comme vous pouvez voir, le Entre neige et loup a gagné le prix d'Angoulême en 2021. Je ne sais pas si j'ai une 4e. Ben, en fait, non, celui-là, je ne l'ai pas. La jaquette le cache, je crois. Bon, ben j'ai seulement celui d'Ambre et de Feu. Mais je vais quand même vous lire la 4e rapidement. Mais en fait, si je me souviens bien, ça se passe... C'est un peu saisonnier. Donc, c'est sûr que celui-là, Entre neige et loup, puis celui-là d'Ambre et de Feu, c'est celui très automnal, puis celui-là très hivernal. Mais on a eu la neige hier. Donc, je considère que j'ai le droit. Donc, je crois qu'on retrouve dans les deux les mêmes personnages. Non, peut-être pas. Ici, on a une jeune fille avec des cheveux mauves. Puis ici, elle a les cheveux... C'est une espèce de renarde avec des cheveux orange. Donc, j'imagine que c'est un peu différent. Donc, dans celui-ci, la 4e est Le royaume d'automne. Une forêt lumineuse, des créatures maléfiques, un petit prince. Kitsune est la dernière des Kitsune. Koyo est le fils de son pire ennemi. Ainsi se déroulera l'histoire mi-humaine, mi-animale, d'une amitié ou d'une vengeance. Ça a l'air excellent. Puis à l'intérieur, les visuels sont vraiment... Ben moi, je trouvais, là, en fait, les compositions graphiques, puis même, ça, c'est celui pour d'Ambre et de Feu. Ça me fait un peu penser, je sais pas à quoi ça me fait penser. Peut-être Brume un peu. Ouais, peut-être la série Brume au niveau des compositions. Puis dans celui-ci pour Entre neige et loup. C'est plus qu'une histoire dans celui-ci. Celui-là, c'est pour ça que c'est un peu différent. Mais... Puis, est-ce qu'on peut en avoir une qui est plus hivernale? Et voilà. Donc ça, ce serait 2 BD que j'aurais envie de lire cette semaine. Donc je me dis, si jamais mon énergie continue à aller dans le... En fait, j'ai simplement j'ai simplement quelque chose qui n'a pas passé dans mon estomac. Donc pour le moment, je ne suis pas très en mode lecture, mais je me dis des petits romans graphiques, ça passe bien. En même temps, on ne dit pas Sayonara, ça m'intéresse. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, ben, en attendant, au pire aller, j'ai toujours la Agatha Christie pour... ma petite version réconfort de lecture. Alors voilà, voilà. Voilà. Alors voilà pour cette ouverture de vlog un peu longue. Désolée. Ben voilà, on n'a plus rien à faire d'autre que se dire, allez, on se lance ça. On rencontre donc dans Un ciel les bulles de savon, Claire, Océane, Eva, et ces rencontres, elles m'ont touchée en plein cœur. Marie Vareille, en fait, c'est une autrice qui a une plume incroyable et elle nous conte des histoires de femmes fortes. Et ici, elle nous raconte l'histoire d'une... Hey, rebonjour. Alors, après une journée de repos entrecoupée de lecture, j'ai finalement lu complètement d'un coup, d'une traite, ce désormais incontournable de ma bibliothèque. On ne dit pas Sayonara, donc de Antonio Carmona chez Gallimard Jeunesse. C'était un coup de cœur, simplement. Je m'attendais à ça, mais des fois, on a des attentes, c'est pas ça qui se passe. C'est tellement... La plume est extraordinaire, je trouve. C'est tellement... c'est comme tout en simplicité, en même temps en justesse. Je trouve qu'on croit complètement qu'on a... En fait, c'est porté par la voix de la jeune fille qui est Élise.
Ça se passe quand elle a 12 ans, alors que sa mère est décédée quand elle avait 8 ans. Et comme vous pouvez voir, comme j'en avais parlé dans la 4e de couverture, le père s'est comme refermé comme une huître avec le deuil. Puis elle est comme pris un peu là-dedans, c'est pas trop. Puis elle va finir par, heureusement pour elle, rencontrer Stella, qui est une lumineuse et singulière personne, sa meilleure amie, puis qui va un peu lui permettre tranquillement à son rythme de se sortir un peu de sa coquille, de vivre un peu son deuil autrement. Puis ça va évidemment euh, la permettre de se sentir comme écoutée puis reconnue. Il va avoir aussi l'arrivée de sa savoureuse grand-maman, qui est trop chouette, qui est Mamie... 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 Mamie Sonoka. Qui va finalement, à un moment donné, débouler du Japon directement parce que c'est la maman, c'est la mère de la mère d'Élise, donc la grand-mère d'Élise, et elle n'a pas eu des nouvelles de sa petite fille et de son gendre depuis le décès de sa fille. Et ben, elle va débouler là en disant, ben voyons, ça n'a pas d'allure, puis elle va se rendre compte qu'en fait, à la fois le père et la fille sont enfermés dans le deuil. Donc c'est super beau, c'est sûr que c'est un livre qui tourne autour du deuil. En même temps, je trouve que c'est fait avec comme je disais, simplicité. C'est fait avec sobriété aussi, puis justesse. Il n'y a pas de magie tant que ça. Il y a des belles choses qui se passent. En même temps, il y a aussi des choses qu'on sent qui ne seront pas toujours bouclées, qu'il y a des blessures que malgré le fait qu'il va y avoir eu des mots qui vont avoir été dits, ça n'a pas été nécessairement effacé, mais dans le fond, c'est vraiment un livre qui permet de se dire qu'on va aller de l'avant, dans le fond, puis qu'on va construire à partir de ce qu'on a, dans le fond, comme jeu de cartes. Puis j'ai adoré ça. Vraiment, c'est une plume que ça faisait longtemps que j'avais pas autant souri. Puis là, je vais faire mais c'est pas que c'est pareil, mais ça m'a donné le même feeling de quand je lisais des choses qui étaient racontées par Daniel Pénac dans la saga des Malociennes, qui étaient des choses qui étaient chargée émotivement, qui était à la limite troublante, mais que malgré le fait qu'on arrivait à sentir la sensibilité des personnages, on y croyait totalement. On était emporté par ça. Il y avait quand même un peu d'humour par moment, des moments cocasses. Dans ce cas-ci, dans le fond, c'est intéressant parce que, comme je vous dis, évidemment, l'amie d'Élise, qui est Stella, qui est un peu le pendant, c'est un peu clown blanc, clown rouge, là, comme duo. Mais c'est quand même quelqu'un qui, malgré le fait qu'il est très expressive, très comique, cache en elle aussi des blessures, des secrets. Et puis, il est surtout très à l'écoute. Je sais pas, c'est sûr que là, je viens tout juste de le terminer. Je viens juste de refermer le livre. Donc, mais je sais pas comment je pourrais mettre ça de façon plus objective. Ben, moi, ce qui m'a surtout séduit là-dedans, c'est la plume. Évidemment que la prémisse était intéressante. C'était peut-être pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui réinventait la roue, mais dès que j'ai vu arriver en scène les personnages, donc la plume était, on sentait vraiment que on était ailleurs, là. Ça a été retravaillé cette plume-là, puis pour que ce soit aussi simple et évocateur, c'est qu'il y a vraiment du travail là, puis c'était tellement appréciable puis savoureux. Mais en plus, ce qui m'a gros séduit, c'est les personnages, tout simplement. Il n'y en avait pas une tonne, mais ceux qui étaient là, ils étaient vraiment bien développés. On y croyait beaucoup. C'est sûr qu'il y avait des personnages qui avaient des traits vraiment particuliers. Ils étaient tous assez distinctifs, mais je trouve ça intéressant. Ça m'a un peu fait penser, parce que dans le fond, on change de lieu, mais pas tant que ça. Ça m'a un peu fait penser à un esprit théâtral, où est-ce qu'on va des fois, puis pas dans le sens négatif du terme, justement dans le sens où on n'a pas de temps à perdre, entre guillemets, on va à l'essentiel, on s'assure de faire comprendre, de permettre aux spectateurs d'avoir accès un peu à la psyché, dans le fond, du personnage. Puis c'est comme ça un peu que ça se vit à l'intérieur de ce roman-là. Puis j'ai dit vraiment, je l'ai quitté à regret, dans le fond. On a comme tout le goût d'avoir une grand-maman comme Mamie Sonaka. Je me trompe tout le temps. Mais Sanoka, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Je m'en souviens déjà plus. J'ai de la difficulté. Bon, c'est pas grave. Donc, bref, on veut avoir tous une grand-mère comme cette grand-mère-là. Une amie comme Stella qui est trop chouette. Puis même un papa qui, en fait, c'est simplement que c'est un père qui est enfermé dans sa peine. Puis c'est très représentatif de n'importe quel humain. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Puis la petite fille également qui vit son deuil. Donc, Élise qui vit son deuil en tentant de contrôler des choses un peu comme elle le peut. Donc, c'est une passionnée de casse-tête. Puis elle va se mettre à avoir un peu des tocs de performance en casse-tête pour essayer de la rassurer. Donc, tout ça, c'est précieux. Je trouve que
La durée du roman également, le rythme du roman, la durée était juste parfaite, ni trop longue, ni trop courte. J'ai pas eu l'impression qu'il me manquait de l'information, j'ai pas eu l'impression que j'en avais trop pendant des moments. Tout était hyper bien dosé, donc chapeau à l'auteur, chapeau à l'équipe d'édition. Définitivement un coup de cœur, donc là, je l'ai emprunté à la bibliothèque, comme vous pouvez le voir, je l'ai lu tranquillement, assise, avec aucun breuvage à côté, aucune nourriture, parce que je veux pas l'abîmer. Mais je vais me l'acheter, c'est sûr. Il faut l'avoir sous la main. Puis en plus, je sais que c'est accessoire, mais quand même, on va parler du travail de la couverture. Là. C'est tellement beau, je trouve. Bon, là, il y a un bandeau ici, mais techniquement, c'est ses jambes qui se poursuivent ici. Donc, Élise, le papa et la fameuse mamie. Et à l'arrière, le petit clin d'œil au casse-tête qui est un peu le point d'ancrage de la jeune fille. Alors voilà, c'est mon petit retour de lecture. Je l'ai lu instantanément, donc c'est bien, mon plan a fonctionné. Puis, ben, je vais continuer à me reposer un peu parce que, bon, c'est ça. C'est une drôle de journée, mais je suis contente parce que quand même, entre les moments de repos, j'ai été capable de lire comme ça. Quand même, c'est pas un livre qui est aride à lire, c'est un livre qui se laisse lire, donc ça m'a permis de le lire en plusieurs moments comme ça, puis j'étais pas nécessairement perdue, j'avais pas l'impression d'avoir perdu le fil, même si j'avais fait des pauses de repos. Alors voilà, ben écoutez, on se reparle dès que je peux, de toute façon. Allez, à tout de suite! Valérie Fayolle, La robe du jaguar. C'est une très belle couverture, mais je suis pas du tout au courant. Alors, qu'est-ce que c'est La robe du jaguar de Valérie Fayolle? J'ai sorti de ma pile à lire pour prendre avec moi en vacances. Mon chéri va me dire que j'en prends beaucoup trop, mais on part 2 semaines, on a beaucoup de route. Donc moi je pense que ce n'est pas beaucoup trop. Je pense même que je l'aurais peut-être même pas assez. Donc, j'exagère peut-être, je suis pas sûre de réussir à tout lire. Mais voilà, vous verrez qu'il y a un mélange de livres, plus de saisons, plus à lire un petit peu au bord de la plage, etc. Et alors, encore un petit coucou de repos forcé. Parce que j'ai finalement lu les 2 BD dont je vous avais parlé, c'est-à-dire les 2 créations communes de Agnès de Mergue et Hélène Canac chez Jungle. Donc, Entre neige et loup, tout d'abord. Et ensuite, D'ambre et de feu. Alors, j'avais lu la 4e de couverture de D'ambre et de feu, puis finalement, il y a comme un peu, de ce que je comprends, un lien entre les 2 univers, mais c'est pas les mêmes personnages. Donc, je vais vous en parler rapidement un peu dans le premier, Entre neige et loup. On va suivre, dans le fond, une petite fille qui se nomme... J'ai un petit blanc parce que, bon, quand même, elle se nomme Lila, je crois. Oui, bon, elle a les cheveux mauves. Donc, on va suivre Lila qui habite avec son père sur une île qui est complètement enneigée et elle n'a pas le droit de quitter cette île-là. Son père dit qu'elle n'a pas le droit, elle reste toujours dans la maison. Elle a des amis super comiques, un chat, puis je pense une grenouille et un crapaud, quelque chose comme ça, qui parlent et qui lui tiennent compagnie. Et un jour, son père va partir chercher de la nourriture, puis va devoir quitter, dans le fond, l'île, même si techniquement, il n'a pas le droit, d'après ce qu'on comprend, à cause d'une certaine malédiction ou quelque chose. Et il ne va pas revenir au moment habituel, ce qui fait qu'éventuellement, Lila va comme braver un peu les interdictions pour essayer de partir à la recherche de son père. Et en fait, c'est pas juste son père qu'elle va retrouver, mais bien son passé. Elle va réaliser en fait qui elle est vraiment. Elle a des pouvoirs magiques, entre autres, de pouvoir faire fondre la neige. Donc, quand même, c'est tout un avantage. Et elle n'a comme aucun souvenir, en fait, avant qu'elle habite avec son père. Puis elle va finir par découvrir un peu c'est quoi ses origines, quel est son rôle et tout. C'est sous forme de quête tranquille, de quête initiatique, philosophique, avec des liens semblent liés, dans le fond, à certains traits de peut-être l'imaginaire japonais. Et dans le fond, il va y avoir un lien fort entre la cohabitation entre les humains, donc représentés ici par le père, les espèces de
personnes humaines avec pouvoir potentiellement, donc Lila. Et là, on a l'anthropomorphisme, des animaux qui parlent et tout ça, puis même des animaux qui parlent pas, donc la nature, la faune, donc tout ça, c'est comme lié ensemble un peu comme un cercle de vie. Il y a également une petite twist qui nous permet de peut-être comprendre comment les saisons arrivent, printemps-été. Donc voilà, donc pas printemps-été, hiver-printemps, pardon. Donc c'est tout à fait d'actualité avec ce que je vous disais. Comment j'ai trouvé ça? J'ai été un peu... Je sais pas. En fait, quand la première édition est sortie, ça c'est une édition collector dans le fond, là, je me rends compte, c'est paru il n'y a pas longtemps, sans doute suivant Angoulême. Je vais mettre la vignette de la première édition. Quand c'était parti, quand c'est sorti, j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'engouement. Les gens disaient « Ah, les illustrations sont super, blablabla. » Puis, des goûts et des couleurs, mais moi, ça me parlait pas particulièrement. Je l'avais vu passer, je pense, chez Rêve-ta-vie lecteur, entre autres. Il a passé dans plusieurs comptes BookTube que je suis. Et tout le monde disait « Ah, ça a l'air chouette, les illustrations, la prémisse et tout. » Bon, moi, c'est sûr qu'en partant, je suis un petit peu moins une fan du fantasy. C'est quand même une BD qui se lance un peu dans cette espèce de monde-là, même si là, finalement, on est plus dans la fable initiatique que dans le fantasy, en ce qui de ma compréhension, mais quand même. Donc, d'emblée, le visuel ne m'accrochait pas. Puis, en fait, ça s'est maintenu là. La couverture, pour moi, est beaucoup plus attrayante de la nouvelle édition. Mais en dedans, comme je vous avais montré, en fait, quelques planches, c'est moins venu me chercher. Donc, tout au long, j'ai dû m'accrocher parce qu'en fait, les visuels ne me parlaient pas. Puis ça, ben, ça n'a pas rapport avec la créatrice des illustrations. C'est juste moi, là. C'est une question d'affinité ou pas. Donc, moi, ça l'a moins fait. Puis, dans ce tome-là, je vous ai expliqué un peu comme les moments clés. Mais quand je l'ai lu, j'étais un peu perdue. J'ai eu l'impression que on visitait un univers en surface. C'est sûr que c'est un roman graphique de 93 pages. Pour tout ça, c'est sûr que c'est un peu court, peut-être. Mais des fois, j'avais l'impression qu'on prenait pas assez de temps. J'ai pas vraiment eu le temps d'apprendre à connaître bien les personnages, sauf peut-être le personnage principal un peu. Ces acolytes animaux qui parlent, ben, on voyait qu'il était en surface, mais c'était correct. Mais tu sais, bon, on n'approfondit pas trop le père. Puis là, finalement, on finit par voir le personnage principal décider de désobéir à son père, réaliser qu'elle a des pouvoirs et tout ça. Puis c'est comme si pour moi, ça sortait un peu de nulle part. Je sais que c'est voulu potentiellement parce que c'est comme si elle découvre tranquillement qui elle est, mais pour moi, c'était plus confus que agréable, dans le fond. Donc, pour moi, c'est comme moins bien ficelé, cette intrigue-là. Ça allait un peu dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y avait comme beaucoup d'éléments, puis j'ai pas eu l'impression qu'il y avait suffisamment d'unité pour que ça m'accroche. Donc, j'ai quand même trouvé ça agréable. Je pense que ce qui a fait... J'ai mis comme une note vraiment comme lecture intéressante, mais pas nécessairement super. Ce qui a fait quand même que j'ai mis, entre guillemets... quelque chose qui avait quand même des bons points, c'est que c'est sûr que la prémisse est intéressante, que j'ai quand même, mais ce qui m'a permis de m'aider, c'est vraiment les personnages secondaires que j'ai trouvé agréables, plus agréables et essentiels, dans le fond, à ce qu'on garde l'intérêt, puis ça aide le lecteur, dans le fond, à comprendre un peu l'univers. Donc ça m'a beaucoup plu. Puis comme je vous dis, la prémisse puis la trame au départ, je la trouve intéressante. Simplement la structure, le rythme, peut-être l'évolution des personnages, puis les illustrations, c'est moins venu me chercher. Donc, pour celui-là, pour moi, ça l'a moins fait. J'ai failli me dire que j'allais pas lire l'autre parce que ce sont les mêmes créatrices. Mais finalement, le visuel, pourtant c'est la même illustratrice, mais c'est pour vous dire que c'est simplement que là, potentiellement, que l'univers en question était différent. Ça me parlait déjà plus. Donc, on dirait que déjà en partant, je savais que j'allais potentiellement m'attacher plus. Donc, je l'ai lu. Et en effet, ça a été une très bonne lecture pour moi. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. On est un petit peu plus dans ce que je considère comme du fantasy. On est encore un petit peu quand même on est dans une quête, mais elle est moins initiatique, philosophique que potentiellement une quête, dans le fond, d'identité, une quête. On est vraiment dans une entité ou un monde où il y a un roi méchant. Pas un roi méchant, un roi aveugle et cruel qui n'est pas super gentil avec sa femme, qui a un fils qui s'appelle Koyo, et qui veut qu'il soit l'héritier de son royaume, bien entendu. Et ce roi-là déteste, en fait, les créatures qui s'appellent des kitsune, qui sont, comme, en fait, Kitsune, qui est le personnage, mais qui est aussi, c'est aussi c'est aussi ce qu'elle est. Donc, c'est comme si on avait un chat qui s'appelait chat, disons. Donc, qui déteste les créatures comme ça, comme mi-humain, mi-renard, les kitsune. Et qui fait tout pour les détruire et tout ça. Donc, on sent que c'est un roi qui a
qui a soif d'expansion, qui a soif de domination ultime. Et dans le fond, ça, c'est ce qui domine le royaume. Et Kitsune, qui est dans les dernières qui restent de son peuple, qui du jour au lendemain finit par réaliser que le roi a ordonné de brûler son village. Donc, on est vraiment dans les plus, dans le fond, pas les péripéties, mais la mise en contexte des éléments standards pour lancer une quête d'identité, une quête liée à ses valeurs, une quête, bon, tout ça. Donc, évidemment, que Kitsune va être complètement terrassée par cette situation-là et va vouloir prendre sa revanche. Et elle va être, entre guillemets, convaincue / encouragée dans cette revanche-là par des, j'oublie le nom, Onibi, je pense. Des créatures que, en fait, que moi je connais pas du tout, mais qui sont annoncées comme étant des Onibi. Est-ce qu'on les voit avant? Je pense pas que je me trompe, mais oui, Onibi. Donc des créatures comme ceci. Je vais essayer de faire le focus pareil. Et c'est ces créatures-là qui vont un peu nourrir le désir de vengeance de Kitsune en disant c'est le roi qui a fait ça, tu peux pas te laisser faire. Puis dans le fond, elle, entre-temps, elle va recevoir de la part d'une certaine déesse, elle va recevoir une pierre d'ambre. Puis on va lui dire que c'est une pierre précieuse, une espèce d'héritage et tout. Puis là, elle saura comme pas trop quoi faire avec ça. Puis elle est juste comme OK, merci. Puis les Onibi vont dire ben écoute, on va t'aider pour ta vengeance, mais en échange, on veut avoir le fils du roi. Donc, voyez-vous que tout se met comme en place. Donc, Kitsune, habité par la rage et le désespoir d'avoir vu son village décimé, va partir justement en quête de ce fameux jeune prince-là qui s'appelle Koyo, qui est très jeune. Et dans le fond, tout au long de l'histoire, on va les voir, elle va évidemment y arriver. C'est un personnage qui, bien entendu, par le fait de la nature de son peuple, est très proche de la faune et de la flore. Et au fur et à mesure, elle va finir finalement par s'attacher beaucoup au fils du roi, Koyo, qui est très candide, jeune, ne connaît pas grand-chose sur la situation. Et elle va finir par être mise finalement devant un choix cornélien, comme on dit, mais elle va se mettre à se dire que finalement, elle veut pas offrir le fils du roi aux Onibi parce qu'elle trouve que, dans le fond, elle s'est bien attachée et tout, puis c'est tout, elle va leur donner l'âme, puis ça va finir là. Mais bien entendu, comme tout bon conte ou toute bonne quête de fantasy, ça va pas nécessairement se passer comme elle le veut. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que justement, voyez-vous, ce sont les mêmes deux créatrices. On est dans un univers aussi qui va quand même nous ouvrir la porte potentiellement à comprendre un peu mieux. On est dans le monde de l'automne, mais on sent aussi que c'est encore un rapport avec les saisons. On sent même un petit clin d'œil qui est pas, peut-être pas qui nous explique Lila dans le premier tome, mais disons que tous les éléments semblent se relier justement potentiellement à ce qu'on a vu dans le premier tome. Donc, c'est un peu un cycle complet. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la prémisse, comme je vous dis, c'est peut-être une prémisse qui est plus claire, déjà en partant. La mise en contexte est intéressante. Déjà, on prend le temps de bien mettre en place ces personnages qui sont bien sûr un peu tirés à gros traits parce que, bon, on est quand même dans des archétypes de fantasy puis de contes, mais on y croit. Pour moi, ils sont apparus un peu en 3D, ils étaient là, il y en avait que je détestais, il y en avait que j'aimais, c'est comme déjà bien en place. Puis même au fur et à mesure de la quête, on va avoir vraiment assez d'informations plus en début de BD pour mieux comprendre l'univers, c'est quoi les grandes forces qui s'opposent, c'est quoi les enjeux. Puis donc, on va bien plus apprécier la quête après parce qu'évidemment qu'on voit un peu plus les enjeux. Il y a même une espèce de petit revirement de situation qui va nous expliquer un peu qu'est-ce que sont les Onibi. Si vous ne savez pas ce que c'est, moi c'est parce que puis je crois que ça rapporte aussi encore une fois à un certain repère de la culture japonaise, mais bref, je ne vais pas vous en dire trop, mais éventuellement, on va comprendre qui sont vraiment, finalement, les Onibi. Donc, tout ça, ça se fait à un rythme parfait. Je trouve que c'est vraiment un super bon dosage entre action et information. On va s'attacher aux personnages. On va même réussir à voir les personnages certaines forces et failles de certains personnages qui vont faire en sorte que, bien qu'on pourrait ne pas être d'accord avec les actions des personnages, on va mieux comprendre potentiellement le contexte qui fait en sorte que le personnage réagit comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, plus j'en parle, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été une très bonne lecture pour moi. Donc voilà, juste pour vous dire comme quoi, c'est les mêmes créatrices. C'est des univers qui semblent être liés, mais dans le fond, potentiellement, la façon dont ça a été exprimé, c'était beaucoup plus
clair, déterminé, structuré pour le lecteur. Puis on dirait que moi, j'ai vraiment plus apprécié, comme je vous dis encore une fois, là, ce qui était au rendez-vous finalement, puis qui manquait un peu pour moi dans le premier tome. C'était vraiment que les personnages étaient crédibles, étaient en chair pour moi. La quête était claire, Je veux dire, il y a des surprises pareilles, puis il y a des péripéties. C'est pas qu'on sait tout, c'est juste que au départ, les enjeux étaient clairs, la trame était là, on comprenait bien c'était quoi, dans le fond, les personnages principaux, puis le royaume. J'ai adoré les personnages secondaires également. Il y avait un peu plus d'humour dans celui-là. Ben, il y en avait un peu dans le premier, mais c'était plus par les petits personnages animaux qui parlent. Dans celui-ci, c'est vraiment le personnage de Kitsune qui a quand même un petit peu d'humour, surtout quand tu reçois la pierre d'âme en passant. Il est juste comme, bon, ben, j'ai pas le manuel d'instruction. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, voyez-vous, c'est toute la différence. Donc, je sais pas si c'est juste moi, peut-être que tout le monde a adoré, mais en ce qui me concerne, je vous dirais que si vous voulez lire les deux, vous pouvez quand même, parce que je pense quand même que c'est intéressant. J'aurais tendance à dire que vous pouvez peut-être commencer par celui-là. Puis peut-être que si j'avais commencé par lui, qui est pourtant le deuxième, puis j'avais lu ensuite celui-ci, peut-être que j'aurais fait le lien un petit peu potentiellement entre les deux univers, puis que mes attentes auraient été différentes. Mais je peux vous dire que moi, celui-ci, c'est vraiment décidément mon favori entre les deux. Puis je pense qu'il vaut vraiment le coup d'être découvert. Donc, ben voilà, c'était mon petit point lecture repos forcé. Donc, désolée pour la tronche, mais c'est comme ça, c'est ça qui se passe en ce moment. Puis, ben, je vais vous reprendre quand je peux, en espérant que ça aille mieux, au cours de la semaine. Allez! Hey, petit coucou du lundi. Je viens vous parler d'une lecture terminée et un petit book haul de fin de semaine, bibliothèque et journée des librairies, journée nationale, journée mondiale des librairies indépendantes canadiennes. Bref, une excuse pour aller en librairie. Mais tout d'abord, je vais vous dire que j'ai en effet terminé en livre audio ce recueil de toutes les nouvelles de Miss Marple, qui est donc Agatha Christie, Miss Marple, The Complete Short Stories. Et comme je vous en avais parlé, en fait, ce sont des nouvelles qui se sont retrouvées en français dans deux recueils principaux, Miss Marple au Club du Mardi et le Club du Mardi continue. Mais je vois ici dans la table des matières qu'ils nous ont rajouté également 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autres nouvelles et qui étaient parues dans différents recueils. Je ne sais pas en français. C'est quoi? En anglais, c'était The Regatta Mystery and Other Stories. Fait que je pense que c'était peut-être des compilations où il n'y avait pas juste des histoires de Miss Marple. Un autre recueil que c'était Three Blind Mice and Other Stories. Puis l'autre, c'était Double Sin and Other Stories. Donc, puis là-dedans, il y avait quand même des nouvelles assez conséquentes en durée, particulièrement Grinshaw's Folly qui avait inspiré, je crois, une histoire avec Ariadne Oliver. Je me souviens plus. Il me semble que oui. Bref, il y a donc les 13 nouvelles annoncées dans les deux recueils, plus 7 autres, donc 20 histoires complètes de Miss Marple. Et c'était 20 histoires que j'avais pas lues. Peut-être Grinshaw's Folly, je l'ai peut-être lu, ça me disait quelque chose, mais ce qui était difficile pour moi à détecter, c'est je ne savais pas si je les avais lus ou c'est parce que je percevais les influences. Donc, ce recueil-là, ce qui est super intéressant, premièrement, c'est en effet un moment où on voit vraiment que Miss Marple était au summum de la pertinence de son personnage. Donc, on est vraiment Miss Marple qui dit pas trop grand-chose puis qui arrive à la toute fin avec tellement de questions pertinentes et la solution. Avec toute sa tranquillité, ses petits égarements de mémoire et son tricot et tout ça. Donc, j'ai vraiment adoré retrouver Miss Marple. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Ça m'a donné envie de revoir certaines adaptations avec John Nixon de la BBC. Mais celle-là, c'était vraiment, dans le fond, les romans complets. La BBC a seulement adapté les romans complets de Miss Marple et non pas les nouvelles. Mais ça m'a quand même donné envie de les revoir. Puis, ce que j'ai aussi constaté, c'est qu'évidemment, ça a permis, je pense, à Agatha Christie de se lâcher un peu lousse, de faire des tests aussi, de lancer des ballons d'essai
Donc, on sent quand même beaucoup l'influence. Il y a beaucoup de stratégies littéraires, de stratégies dans les trames narratives qui sont là, qui ont potentiellement été utilisées, pas nécessairement avec exactement les mêmes éléments, mais dans des romans complets. Donc, c'était super intéressant. Évidemment, ça permet de comprendre un peu mieux aussi peut-être qu'est-ce qui va se passer, mais ça ne m'a pas empêché d'en profiter. Entre autres, il y avait une nouvelle dans les premières, je crois, puis je me souviens plus c'était quoi, c'était... Parce que dans le fond, c'est toutes des... Je me souviens plus. Dans le fond, il y a une nouvelle qui me faisait penser au livre. En français, c'est 5h25, puis je me souviens jamais. Je pense que c'est de Sitterford Mystery en anglais, qui avait vraiment quelque chose qui ressemblait à ça. Mais en même temps, plus ça avançait, puis plus je me rendais compte qu'elle avait tiré quelque chose de cette nouvelle-là, puis qui avait été utilisée dans l'histoire complète, ou c'est l'inverse, parce que j'ai en fait pas porté attention à ce qui est paru avant les nouvelles ou les histoires complètes. Mais ça avait été utilisé dans une histoire qui n'impliquait ni Miss Marple ni Hercule Poirot. Même chose pour Greensham Folly. Puis j'ai aussi vu quand même, on sentait quand même les influences de l'époque. Donc, il y a un moment donné une histoire où on sent que c'est un peu l'influence de Gaston Leroux, oui, le mystère de la Chambre jaune. Donc, pas ça exactement, mais un mystère où les gens sont... Ben, je pense que c'est Greensham Folly. Oui, dans le fond, où... en fait, il y a un meurtre qui va être commis, puis les gens sont enfermés dans une pièce, donc il n'y a comme pas vraiment de possibilité de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ou, il y a vraiment plein de petits ressorts comme ça, narratifs qui sont utilisés. J'ai trouvé ça super intéressant. Il y a des influences aussi, on sent des influences de plumes potentiellement de l'époque. On sent, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, je trouve, pour sa valeur. Ben oui, c'est sûr que c'est Miss Marple, mais pour vraiment la valeur du contexte de l'âge d'or du roman policier de l'époque, je pense qu'on le sent bien. Puis comme je vous dis, on sent que Agatha Christie a comme pris plus de risques, on dirait, dans ces petites nouvelles-là. Elle a essayé plein de choses. C'est sûr que c'est pas des gros risques à prendre dans le fond. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir les personnages. Par exemple, dans la deuxième partie de Miss Marple au Club du Mardi, de Tuesday Murders Club. Je me sais plus comment il l'appelle, mais puis après ça, c'est la seconde partie avec le Club du Mardi qui se poursuit. C'était chez le colonel et Mrs. Bentry, qui, si vous connaissez bien vos Agatha Christie, sont également les personnages principaux du A Body in the Library, qui est dans mes Miss Marple vraiment préférées. Puis ce qui est intéressant, c'est comme si ça se passait avant Body in the Library, parce que dans cette nouvelle, ces 6 nouvelles-là, dans le fond, qui sont dans ce recueil-là, Miss Marple est présente chez les Bentry parce qu'elle a été invitée à la demande de Sir Henry Clittering, qu'on avait vu dans le premier recueil de nouvelles, parce qu'il voulait faire un peu une soirée intéressante, puis justement, encore une fois, parler de meurtres non résolus potentiellement. Puis, au départ, les Bentry, dont Dolly, qui devient ensuite super amie avec Miss Marple, en tout cas, Dolly Bentry va dire « Mais là, tu sais, je sais pas, pour inviter Miss Marple, c'est une vieille célibataire endurcie qui fait juste mémérer sur tout le monde. » Mais c'est ça que je trouvais comique, parce que dans le fond, la perception des personnages change. Fait que je sais pas si ça a été écrit a posteriori, ça serait intéressant à regarder. Puis qu'elle a décidé de faire justement un espèce de préquel à A Body in the Library. Mais quand on sait après comment Miss Marple, dans la fiction, va aider le personnage de Dolly Bentry dans A Body in the Library, c'est quand même comique de voir sa prise de position. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, encore une fois, une belle perspective sur la société de l'époque aussi. Des structures assez standards, parce que c'est sûr que c'est des nouvelles, donc on a quand même une chute assez... on a une structure qui se répète un peu, mais pas tant que ça, parce qu'en fin de compte, il y a des fois où Miss Marple est impliquée dès le départ, des fois c'est juste à la fin. Il y a des fois où c'est... En fait, on sait pas la personne qui raconte l'histoire, c'est pas nécessairement la fin, pour différentes raisons. Il y a des fois où les gens qui sont là puis qui écoutent les histoires, on va juste pas nécessairement leur demander tant que ça leur avis, puis on va juste avoir le résultat. Puis dans les dernières nouvelles qui sont comme off Club du Mardi, dans celle-là, c'est vraiment des nouvelles beaucoup plus complètes, beaucoup plus significatives. Des nouvelles qui auraient même peut-être pu avoir donné lieu à des romans complets. Donc, c'était super intéressant. Donc, pour vrai, je sais que c'est Agatha Christie, mais j'ai beaucoup aimé ça. Puis dans les Miss Marple, il y a un peu moins de place, disons,
la vision potentiellement colonialiste et xénophobe qui est présente dans plusieurs Agatha Christie, évidemment, parce que c'était ça la vision de l'époque, mais l'autrice était particulièrement imprégnée de cette vision-là qui était associée à l'époque. Donc, c'est moins présent dans ceux-là. Je pense que c'est moins présent dans les Miss Marple en général, peut-être un peu plus présent dans les Hercule Poirot. Mais bref, c'est intéressant, vraiment une lecture agréable. Si ça vous dit, ça c'est en anglais, mais en même temps, c'est vraiment pas compliqué si vous voulez lire en langue originale. Mais sinon, comme je vous dis, ça couvre quasiment 5 recueils, je vous avais dit. Le Club du Mardi. Le Club du Mardi se poursuit. 3, 4, 5, ouais, 5 recueils. Mais c'est vraiment chouette. Puis là, je les ai écoutés en livre audio, fait que c'était intéressant. Ça m'a comme permis de m'y plonger. La narratrice, j'étais pas trop certaine, parce qu'on dirait que la voix qu'elle a donnée à Miss Marple, c'était pas quelque chose, elle avait comme un accent, puis je comprenais pas trop pourquoi elle avait fait ça, mais c'est correct, je me suis habituée à la langue, donc voilà. Chouette lecture audio, il me restera une prochaine lecture à choisir. Comme je vais essayer de faire encore un peu le même principe cette semaine, de peut-être avoir un livre audio, je sais pas, je vais voir. Peut-être avoir un livre audio que je peux écouter tout en lisant des livres papier, parce que j'ai encore des livres papier dont j'ai pas les versions audio ou numériques. Mais je vais voir parce que j'ai reçu 2 réservations de livres audio numériques par le biais de mes bibliothèques. Puis il y en a une que c'est un P.D. James, puisque je suis en train de relire de partir les P.D. James avec l'inspecteur Dalglish du début, parce que j'avais commencé, moi, à lire les P.D. James peut-être à partir du tome 10 ou 11 de la série, puis en fait, j'avais pas lu celui du début, fait que ça me tentait vraiment de le recommencer, surtout que j'ai écouté il y a pas longtemps un petit reportage sur P.D. James qui était super intéressant, un petit balado, puis ça m'a fait voir la vie de l'autrice vraiment différemment, donc j'avais envie de relire un peu tout ça, puis là, ça a donné que ma réservation est arrivée plus tôt que prévu, et j'ai également reçu la réservation du tome 3 de la série des Pentecost and Parker, je pense, de Steven Spotswood, qui est un genre de... C'est pas comme un cozy mystery, mais ouais, c'est comme une enquête avec 2 enquêtrices féminines. Ça se passe au 1940, je pense. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est l'agence Pentecost, qui est une agence de détective privé qui est menée par une femme qui a des limitations au niveau physique, parce qu'elle a je vais avoir un blanc. Parce qu'elle a la sclérose en plaques. Et elle va finalement trouver Parker, qui est une jeune femme bien déterminée, qui s'en fâche pas dans les normes, disons, de l'époque, et qui va l'aider beaucoup pour faire ses enquêtes. Donc, je les aime beaucoup, ces 2 personnages-là. Je trouve qu'ils sortent souvent des ornières, puis tout ça. Puis c'est assez surprenant, parce qu'en fait, c'est un auteur masculin, mais qui a réussi à rendre les 2 personnages féminins super intéressants. Comme quoi, ça veut rien dire. Mais bref, ça aussi, je l'ai reçu. Sauf que là, ces 2 romans-là, si mettons le P.D. James ou le Steven Spotswood, je sais que ceux-là, si je les écoute, je vais avoir un peu plus de difficulté à me promener, à avoir un autre roman en même temps qui est peut-être dans le même genre. Je vais être obligée de me concentrer sur cette intrigue-là et tout. Mais on verra bien. Peut-être que mon petit book haul va pouvoir m'aider, parce que tout d'abord, je vais vous présenter les livres que j'ai acquis lors de la journée des librairies indépendantes canadiennes, qui était comme le samedi. C'est des livres que je voulais déjà acheter parce que c'était des nouveautés. Puis, je me suis dit que j'allais en profiter, dans le fond, pour le faire pendant cette journée-là, pour soutenir tout simplement les librairies indépendantes. Donc, j'ajoute 2 petits livres de la fameuse collection Alt chez La Martinière. Encore une fois, des sujets chauds. Donc, Être féministe, pourquoi faire, de Camille Froidevaux-Métairie. Voilà. Et Avorter, un droit en danger, de Ghada Hatem, pardon. Donc, je ne lirai pas les 4e de couverture parce que, bien entendu, vous avez bien compris que c'est des prises de position, comme d'habitude, assez courtes, mais à assez coup de poing concernant des sujets d'actualité. Donc, ces 2-là, j'avais vraiment envie de les lire. Puis, en fait, ils sont pas toujours disponibles en librairie. C'est difficile. Puis, en fait, à chaque fois que je vais à cette librairie-là, en plus, je suis allée à la librairie moderne, je suis vraiment quelqu'un qui va créer une problématique avec les libraires parce qu'ils ne savent jamais trop où les trouver. Ils ne sont pas toujours classés à la même place. Puis, comme vous pouvez voir... à trouver, c'est des petits brochets, c'est vraiment pas évident. Donc, à chaque fois, ils doivent dire « Oh non, pas elle encore qui veut des haltes ». Puis, absolument, j'essaie de les trouver moi-même, mais j'y arrive vraiment pas tout le temps. Et sinon, il y avait cette nouveauté de la collection Foua chez La Bagnole que j'ai vu passer, que je voulais vraiment acheter. Ça m'intéressait beaucoup. Donc, c'est To-Do List pour les jours tristes. Donc, To-Do List pour les jours tristes de Lauriane Charbonneau.
Donc, c'est chez La Bagnole. Puis, je vais lire la 4e de couverture, c'est de la poésie. Mais juste avec le titre, ça donnait vraiment envie. Je décide que tu n'as pas le droit de partir. Quand Pète et Répète partent en bateau, si Pète avale trop de pilules, l'autre devient Répète. Alors, je t'ai fait une liste. Une to-do list pour les jours tristes. À l'image d'un programme poétique à suivre, une liste de choses à faire pour rester en vie ou redonner le goût de vivre à un ou une amie. Hein? N'est-ce pas, le programme? Donc, c'est assez, encore une fois, des petits courts chapitres. Donc, je sens que ça va être très remuant. Donc, celui-ci, vraiment, cette collection-là, si vous ne la connaissez pas à date, c'est vraiment excellent. À chaque fois, je pense qu'on est rendu à 3 ou 4 titres, je ne me souviens plus. Mais si vous voulez oser, c'est vraiment une collection super intéressante. Et enfin, j'ai mis la main sur, encore une fois, le Sophie Gagnon-Roberge tout neuf, qui, après son petit meurtre en Tammy, change un peu de... En fait, elle écrit aussi chez Héritage, dans la collection unique. Donc là, on est encore une fois poésie en vers libre et sujets qui ont rapport un peu avec l'adolescence ou l'enfance, mais pas nécessairement. C'est des sujets qui sont souvent assez forts, donc pas nécessairement évidents à aborder. Et cette fois-ci, elle nous propose Mon tourbillon invisible de Sophie Gagnon-Roberge. J'ai vu la 4e de couverture. Chaque jour, je dégringole. Mon horaire se remplit de cases qui me font perdre le rythme. Mes pensées cabriolent, formant un tourbillon invisible. Personne ne comprend ma fatigue, ni pourquoi je m'épuise. Si je me souviens bien, ça a rapport avec le TDAH, je crois. Je ne suis pas certaine, mais je pense que oui. Je pense. Mais sinon, je vais voir ce que c'est. Sinon, je vous le dirai. Mais je pense que c'est bien ça, le sujet. Donc, encore une fois, cette collection-là, comme je vous disais, c'est en vers libre. Ça a aussi la caractéristique d'avoir une mise en page qui est évocatrice des émotions vécues par le narrateur ou la narratrice, des compositions graphiques comme ça ici. Donc, ça, encore une fois. Alors, donc, ça, c'est ma fameuse récolte pour la journée des librairies indépendantes canadiennes. Donc, voilà. Faut pas qu'on voit ma face. Je vais finir par y arriver. Et ensuite, je suis passée à la bibliothèque parce que j'avais également des livres, puis c'est pas très loin, donc je me suis dit autant rentabiliser le déplacement. Donc, j'avais demandé en réservation, j'avais demandé à la bibliothèque d'avoir ce livre-là de Atelier Sento. J'avais vu passer en Europe, mais il vient d'arriver ici au Québec. Donc, c'est Mystery Café, le tome 1, je pense. Tome 1, La disparue d'Akiba de Atelier Sento, et c'est chez Dupuis. Voici. Et je voulais la 4e de couverture. Dans une ruelle discrète, à l'ombre des gratte-ciels de Tokyo, se cache le Mystery Café. Poussez la porte et installez-vous au comptoir. Ici, l'excentrique patron propose ses meilleurs plats, mais aussi ses services de détective. Ça avait vraiment l'air intéressant. Puis Atelier Sento, habituellement, c'est assez particulier comme proposition. J'avais lu le premier tome, je crois que c'est Le Village des Ombres. Je me trompe peut-être, je vais mettre la vignette. D'emblée, c'est pas nécessairement le style graphique qui m'intéresse, mais absolument, l'histoire est vraiment intéressante. Puis après ça, je trouve qu'une fois que je suis dans l'histoire, je trouve que le choix graphique est toujours approprié. Et sinon, j'ai récupéré le tout dernier, Olivier Bourdeau, que j'avais beaucoup aimé dans En attendant Bojangles. J'en ai pas lu d'autres de lui, parce que je sais qu'il y avait eu des critiques un peu mitigées pour Pactum Salis, puis Miss quelque chose. C'était un roman qui était sur les minimis. J'aimais beaucoup sa plume dans En attendant Bojangles, mais je ne sais pas si c'était juste lié justement au sujet ou la façon que, en fait, l'histoire en tant que telle qu'il avait abordée. Puis là, finalement, celui-là, ça m'intriguait beaucoup. Puis bon, j'avais demandé à la Bibi et ils l'ont acheté. Donc, ceci, c'est Développement personnel d'Olivier Bourdeau et c'est publié toujours chez... bon, c'est la collection Finitude, mais je pense que c'est les éditions... c'est les éditions Finitude? Je pense que oui. Ouais, les éditions Finitude, excusez-moi. Donc, j'ai oublié la 4e de couverture. J'ai la chance de gagner ma vie en racontant des histoires. Du moins, jusqu'à présent. Car j'ai un problème de taille. Je n'ai plus d'imagination. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai beau froncer les sourcils, serrer mes petits poings, rien ne vient. Alors, j'ai décidé de parler de moi. Selon des chercheurs de Harvard, nous passerions 60% de notre temps à parler de nous. Parler de soi stimulerait les mêmes zones du cerveau que la cocaïne, le sexe ou un bon plat. Et si Harvard dit que ça fait du bien, j'ai aucune raison d'en douter.
Après tout, Mark Zuckerberg en est diplômé et il a toujours su mieux que tout le monde ce qui est bon pour l'humanité. Avec une franchise pleine d'autodérision, Olivier Bourdeau revient sur son enfance compliquée, sa courte et chaotique scolarité et le périlleux apprentissage du métier d'écrivain. L'auteur d'En attendant Bojangles se dévoile et sa vulnérabilité nous touche. Donc, roman, récit, peut-être biographique, prise de position. Donc, pourquoi pas? Ah, puis je lis ici le titre de son titre, c'était... Ah, ben c'était Florida. Là, le titre dont je vous disais qui était sur les minimistes, ça s'appelle Florida. Donc, celui-ci également. Voyez-vous, celui-là, j'aimerais ça le lire, mais peut-être que je serais capable d'avoir le livre audio. Un livre audio qui est dans un des deux dont je vous ai parlé, P.D. James ou Steven Spotswood, et lire celui-ci en papier parce que c'est vraiment pas un roman biographique. Je pense que j'y arriverai à faire cohabiter. On va voir. Bref, ça fait super longtemps que je vous parle parce qu'évidemment, j'avais des retours lecture à faire plus le book haul. Donc, je vous laisse ici puis je vous reprends quand je peux. C'était pas prévu, il y avait un vol à Osaka à 21h et il y avait c'est booké dessus et on a pris le Shinkansen pour aller à Osaka, on a traversé le pays. Alors pareil, pareil Osaka. Tokyo-Osaka c'est 2h30 de train, environ 500 km. Sauf que t'es à bord du Shinkansen, t'as de la place pour tes jambes, tu vois le mont Fuji, tu vois Kyoto, tu vois Nagoya, c'est trop bien. Le prix des Shinkansen, mais sinon je trouve que c'est très lent et très long pour ce que c'est quand même. Même si je suis passée par un rollercoaster d'émotions vraiment intense, ça aurait pu être plus court. Donc c'était surtout au niveau émotionnel que ça se passait dans ce quatrième tome. Bonjour! Alors, c'est le début des de nos petites rencontres dans la cour parce qu'il faisait chaud, puis je revenais de ma grande marche, puis j'avais le goût de vous parler en direct du dehors. Donc, écoutez, je viens tout juste de terminer Secrets Typed in Blood de Steven Spotswood, qui est le troisième tome de la série Pentecost and Parker, et j'étais tellement... C'est excellent. Je pense que j'ai adoré autant le premier tome que le troisième tome. Le 2, j'avais aimé, mais un peu moins. En même temps, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est évidemment de retrouver les personnages que j'adore, les personnages principaux, Lillian Pentecost et Willie, je l'appelle juste par son nom de famille, Parker, donc ça coûte avec son acolyte. Je trouve que c'est peut-être... désolée, vous allez entendre les autres super fort. Je sais pas si vous allez m'entendre. En tout cas, c'est pas grave. Donc, je trouve qu'ils sont super bien construites. Il y a vraiment une évolution, évidemment. Je ne peux pas vous parler beaucoup de l'intrigue en tant que telle parce que Secret Typed in Blood, c'est un tome 3. Mais en fait, en gros, on va retrouver, en effet, comme d'habitude, Parker et Pentecost qui vont être mis sur la piste d'une situation particulière. Donc, une autrice de feuilletons policiers qui paraissent dans les magazines spécialisés va aller les voir et va demander la plus grande discrétion pour mener une enquête sur des meurtres qu'elle a constatés qui semblaient reprendre exactement les modus operandi de certains des feuilletons qu'elle avait déjà écrits. Donc, Parker et Pentecost vont se lancer là-dedans. Un peu à corps défendant pour Parker, qui comprend absolument pas pourquoi sa patronne veut absolument s'occuper de ça. Et en parallèle, une quête qu'elles avaient commencée dans le tome 2, suivant une façon dont ça s'était déroulé. Ça s'est pas exactement résolu au complet. L'apparition dans le tome 2 d'un personnage qui est un peu le Moriarty de Pentecost et Parker, pour faire référence à Sherlock Holmes. Donc, un vilain, dans ce cas-ci, une vilaine récurrente qui glisse toujours entre les cracks de la justice et qui devient un peu leur espèce de mission de vie. Et dans ce tome-ci, on va voir vraiment plus Parker, toujours fidèle à elle-même,
qui est toujours curieuse, qui veut apprendre, qui a peur de rien, qui a le cœur à la bonne place, des fois qui se fait un peu prendre par son cœur, mais cette fois-ci, quand même, on sent qu'elle commence à avoir un peu plus de maturité. Et Liliane Pentecost, qui vit encore avec sa maladie, la sclérose en plaques, et tout ce que ça peut impliquer d'incertitude au quotidien, de savoir comment on va être. C'est pas une femme qui aime beaucoup être en position de demander du soutien. Donc, autant humainement qu'au niveau de l'intrigue, c'est excellent. C'est super bien tissé. On a quand même au moins 2 intrigues en parallèle, avec en plus un dénouement à la fin qui est un double dénouement. Donc, on pense que c'est terminé, puis finalement, c'est pas exactement terminé. Je vais pas vous en dire plus, mais vraiment excellent. Je pense que c'est mon ton préféré dans les 3. Évidemment, dans le premier, j'ai découvert les 2 personnages, puis je trouvais que c'était tellement parfait. Des personnages de détectives privées féminines qui sont dans les années 40 aux États-Unis, où est-ce que la place de la femme n'est pas particulièrement bien assise, avec des convictions un petit peu hors normes, en plus du fait de leur métier, mais qui ont aussi, on sent ici, par exemple, on sent ici que dans le fond, ils n'ont pas peur de sortir de tous les rôles, autant au niveau professionnel que personnel. On va dire ça comme ça. Puis vraiment, la plume de Steven Spotswood est excellente. Je trouve que la verve de Parker, les dialogues sont savoureux. Il y a vraiment beaucoup d'humour. En même temps, c'est sûr que c'est sordide. Et là, la tension est vraiment bien structurée. La montée de tension est vraiment bien structurée dans ce tome-là. On veut vraiment savoir qu'est-ce que c'est. La preuve, je l'ai écouté en audio parce que j'avais vraiment pas accès. J'ai tout essayé pour l'avoir en numérique, puis même en papier, mais j'avais pas accès. Je voulais pas l'acheter. Je voulais voir avant. Si évidemment, c'est des tomes que je vais vouloir avoir à la maison, mais pour le moment, je les ai pas achetés encore. Puis j'arrivais pas à les trouver, puis je voulais pas payer. Je voulais emprunter la Bibli pour avoir des en phase avec mes convictions. Donc, j'ai réussi à l'avoir en livre audio, mais je l'ai dévoré complètement. C'était un livre audio, je pense, de 11 heures. Puis je l'ai vraiment dévoré dans mes transports, dans mes marches et tout ça. Mais ça s'est passé super vite. Donc, voilà, c'était une excellente lecture, un coup de cœur. Si vous ne connaissez pas encore cette série-là, ça vaut le coup. Les 2 premiers tomes ont été traduits en français. Je vais vous mettre les vignettes. Sans doute que le 3e va bientôt être traduit également. Puis je vais même faire un changement de bras en ce moment parce que, comme vous pouvez voir, c'est pas très stable. Je sais pas si je suis capable de vous... on va changer d'angle un petit peu parce que sinon, j'y arriverai pas. Donc, c'est ça. Dans le fond, le tome 3 va sans doute être traduit bientôt en français, j'imagine, ou disponible bientôt en français. Mais moi, je l'ai lu en langue originale. C'était vraiment parfait. Alors, voilà. Ce sera donc potentiellement... je saute encore. Hein? OK, je vais reprendre. Excusez-moi. Donc, ça sera quand même en raison du peu de force dans mon bras. Non, ce sera la dernière lecture de ce vlog-ci, parce que je trouve que pour une fois, ce ne sera pas un vlog à rallonge. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu, encore une fois, découvrir des nouvelles plumes. Puis, gênez-vous pas pour mettre en commentaire... dans le fond, est-ce que vous avez déjà lu justement Steven Spotswood? Sinon, est-ce que ça vous tente de le lire? Des suggestions de lecture en lien avec ce que je vous ai présenté cette semaine. Puis, d'ici à ce qu'on se revoit, évidemment que je vous souhaite des super belles découvertes littéraires. Puis, nous, on se dit à la prochaine!